la garde, tu l'engages? On la garde. On la garde. Allez, alors on est Parashat Shlach Lecha. On est à la veille d'une alia de groupe. C'est une alia de groupe qui est en train de se préparer. On a en fait 6 millions de juifs dans le désert qui s'apprêtent à rentrer en Eretz Israël. Et en fait, on est, vous savez, donc ce qu'il y a dans cette paracha, en fait, on est à la veille d'une alia de groupe ratée. On va avoir un des plus gros ratages de l'histoire et on va apprendre de ce ratage pour eh bien, ne pas se louper. Alors, évidemment, on va parler d'Eretz Israël, on va parler des projets d'Alia parce que nous, on est là, mais chez ceux qui sont en France, voilà, ça trotte un peu chez tout le monde. Donc, évidemment, on va en parler. Mais on va parler en fait de tout projet qui est là comme ça et de toutes les occasions que la vie a à nous offrir et que parfois, en fait, ça nous passe sous le nez. Alors, c'est pas qu'en fait, on a manqué l'occasion, mais c'est qu'en fait, on a provoqué l'échec. Et donc, c'est ça ce dont on va se prémunir. Alors, il dit le Rav Kook, c'est très important. Quand on apprend la paracha des Meraglim, donc ce qu'on va apprendre aujourd'hui, les espions qui sont envoyés en Eretz Israël, on va surtout apprendre, pas sur les Meraglim, mais sur nous-mêmes. À ne pas devenir un Meragel, à ne pas en arriver à rater les belles occasions que la vie nous présente. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe? On est en fait toujours dans le désert, ça fait un peu plus qu'1 an qu'on est sorti d'Égypte. On est à quelques jours de marche d'Eretz Israël. On s'apprête vraiment à y rentrer. Et là, eh bien, Moshe décide, à juste titre, d'accord, d'envoyer des espions pour savoir est-ce qu'il y a des villes fortifiées, est-ce qu'ils ont une armée, où est-ce qu'il y a les points forts, où est-ce qu'il y a les points faibles, etc. Comme toute terre, en fait, qu'on s'apprête à conquérir. Il envoie, si vous voulez, on va dire aujourd'hui l'équivalent de Shmoné Matayim, d'accord, l'unité de renseignement, d'accord, ou le Mossad. Voilà, le Mossad, ça parle à tout le monde. Voilà, le Mossad. Et ce qui va se passer, c'est que au lieu de revenir avec des faits objectifs, eh bien, ils vont revenir avec un rapport absolument calomnieux sur la terre d'Israël, où, eh bien, ils vont dire que c'est une terre qui mange ses habitants, c'est une terre où c'est difficile. Alors, on va le mettre à la sauce 2024, hein, d'accord? C'est une parnassa difficile, c'est une terre où, qui est parfois aride, les produits, c'est pas comme le monop, d'accord? Enfin, tout ce qu'on entend parfois, il y a de l'insécurité, etc., etc. Ça veut dire des gens qui essayent de dissuader les autres de monter en Eretz Israël. D'accord? Et on connaît ce discours. T'es sûr que ça rentre sur le balcon? C'est plus sur le bouton? Oui, d'accord. J'ai un doute à un moment. Vraiment la garder. Il y a beaucoup de chance. Voilà. C'est en fait, si vous voulez, la première fake news de l'histoire dans laquelle tout le monde plonge, dans laquelle tout le monde croit, et on sait les conséquences que ça va avoir. Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'ils vont pleurer. Ils vont pleurer toute une nuit. Cette nuit-là, ce sera en fait, c'est le 9 Av, d'accord? Et Dieu va leur dire, bah, écoutez, si vous pleurez pour rien, eh bien, vous allez pleurer pour quelque chose. Et vous ne rentrerez pas dans cet Israël que vous déclamez tellement. Et donc, du coup, ça sera seulement la prochaine génération qui va rentrer en Eretz Israël. Et regardez le raté. On est à 3 jours. 3 jours de rentrer en Israël et finalement on va errer pendant 40 ans. 40 ans. Et c'est pas fortuit que ça se soit passé à Tisha B'Av, le jour du 9 Av. Alors bien sûr qu'on connaîtra des siècles plus tard les destructions du Beth Amikdash qui ont lieu le 9 Av. On va connaître en fait le début de la galoute. Mais pour nous dire que quoi? Que en fait cet épisode-là, eh bien, il est à l'origine de toutes les galouillottes, toute la galoute. C'est quoi la galoute? La galoute, c'est de ne pas être à sa place. Toutes les fois, tu te dis, je ne suis pas à ma place. Je ne suis pas à ma place dans mon couple, je ne suis pas à ma place avec mes enfants, je ne suis pas à ma place dans cette fratrie. Je suis pas... Tout vient de cette faute des Meraglim. D'accord? Et c'est fou, c'est vraiment fou. À chaque fois, chaque année, on se réétonne, on se dit, mais... Quand même, il y a eu le veau d'or. Le veau d'or, je peux dire que c'était grave. Ils ont dossé autour d'un veau d'or, ils ont dit voici tes dieux Israël. Mais ça a été pardonné. Là,
t'as l'impression que bon, c'est un non-event quoi, ça va, ça aurait pu passer comme une lettre à la poste, enfin, voilà, on aurait pu se faire un peu riposter, mais ça va. Et là, on te dit, mais non, pas du tout. Là, c'est très grave. C'est encore, j'ai envie de dire, plus grave que la faute du veau d'or. D'accord? Donc, on a vraiment beaucoup à apprendre. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que ces gens, donc ces 12 espions, ont été envoyés. Et la manière dont ils ont dissuadé le peuple, c'est parce qu'en fait, ils étaient eux-mêmes angoissés de rentrer en Eretz Israël. À part 2 espions qui, eux, sont restés très forts, et eux, ils ont dit, allez, nous, on ne va pas se laisser influencer, nous, on est sûr que Eretz Israël, Itova, Meod, elle est très bonne, d'accord? Donc, on a 2, c'est genre l'agence juive, et il y en a 10 qui, en fait, font ce rapport calomnieux. Pourquoi? Parce que, littéralement, ils ont peur de rentrer en Eretz Israël, ils ont surtout peur de quitter ce cocon incroyable qui s'appelle le désert. Le désert sert à quoi? C'est qu'en fait, tu es nourri, blanchi, logé. Ça vous fait penser à quoi? Bah, le garçon qui a 42 ans, il vit plus chez papa et maman, mais il habite dans la rue de chez papa et maman. Et donc, du coup, bah voilà, le linge, il peut leur déposer. Des fois, de temps en temps, elle lui envoie la femme de ménage quand il a besoin. Et quand il veut, il va dîner chez eux. Mais après, sinon, il peut se faire une série de Netflix et se commander à manger. Il est cool, il est détente, il est dans un confort, dans un cocon. Et donc, du coup, je sais pas comment... S'il est comme ça, pourquoi tu veux qu'il se marie? Vous voyez ce que je veux dire? Vous comprenez ou pas la problématique qu'on est en train de toucher là? C'est une problématique très profonde. C'est comme aussi les gens qui te disent ah oui la Alia, mais honnêtement ils sont dans un cocon parisien. Il y en a des cocons parisiens, d'accord? Bon, il y en a de moins en moins, c'est vrai, mais il y en a. Et là tu te dis bon, bah, ça va être dur. Honnêtement, ça va être dur de passer le pas et de quitter cette forme de cocon. Alors nous, on est vraiment comme ces Bnei Israël dans le désert. On comprend que dans la vie, il n'y a pas d'autre choix que d'avancer. Ça peut être un projet d'Alia, ça peut être un autre type de projet, ça peut être se marier, ça peut être monter sa start-up, peu importe, d'accord? On n'a pas d'autre choix que d'avancer. Mais avancer, c'est toujours sortir de sa zone de confort. Et tes habitudes, tu les as, et ta zone, tu la connais. Mais là, tu sais pas ce que tu vas retrouver. Et puis, c'est un risque, c'est toujours un risque. D'accord? Je me dis, attends, finalement, pourquoi je vais prendre le risque? Autant rester avec ce que j'ai maintenant, au moins je sais ce que c'est. D'accord? Et c'est ça qui nous paralyse et qui nous empêche de passer à la vitesse supérieure. D'accord? C'est ça, en fait, qui fait qu'on n'arrive pas à aller vers notre place. C'est pour ça que c'est à l'origine de la galoute. Parce que ma place, elle est ici, d'accord? Mais moi, je suis restée bloquée là-bas, je n'ai pas passé les étapes, donc je ne suis pas ici, c'est ça la galoute. Vous comprenez? D'accord? Donc, cette paracha, en fait, elle va nous lister 4-5 types de croyances, de peur, de ce qu'on appelle croyances limitantes, qui nous empêchent, en fait, de nous lancer dans des nouveaux projets. Alors qu'en fait, on sait que c'est ce qu'on doit faire. On sait que c'est ce qui est bon pour nous. Mais il y a ça et ça nous bloque. Alors c'est quoi? Je vous ai listé un peu comme ça. Premièrement, c'est je suis sûre que je vais rater. La certitude de l'échec. D'accord? Je pense que je ne suis pas capable de réussir. Ou je pense que je ne mérite pas de réussir. J'ai peur de perdre quelque chose en faisant un choix, d'accord? J'ai pas peur de l'échec, mais j'ai peur de la honte de l'échec. L'archouma, après quoi? Je monte une entreprise et après je dépose le bilan. Attends, c'est l'archouma. Bien, je reste employé, c'est mieux. Vous comprenez? Et j'ai mis quoi d'autre? Bah, je veux faire le choix le plus optimal. Et donc, du coup, si c'est pas optimal, bah, autant rester là. Vous avez compris? C'est tout ce que ça décrit notre paracha. Regardez, c'est incroyable, ces freins qui sont, on dit, built-in. Ils sont intégrés en nous. Et on va essayer de les court-circuiter. Alors, déjà, quelle a été leur première erreur? Vient le Baal HaTurim et nous dit,
comment se dit le pasouk? D'accord, envoie les 12 espions. Il se dit Shlach Lecha Anashim. C'est le nom de notre paracha, Shlach Lecha. Ok. Vient le Baal HaTurim et il dit ah, Shlach Lecha Anashim, ça fait Chaf, ça fait Chet, ça fait Chaf, ça fait Mem. À la fin, les 3 dernières lettres, d'accord, ça fait Chacham. Tu sais ce qui les a perdus, ces 12 espions? Eh bien, en fait, c'est leur intelligence. Ça veut dire quoi que c'est leur intelligence? C'est qu'en fait, ils ont commencé à calculer. Attends, c'est quoi le pouvoir d'achat en Israël? Attends, c'est quoi les pour acheter une voiture? Combien ça coûte? C'est quoi les taxes, trucs? C'est quoi le prix de l'immobilier? Je te conseille pas de faire ce genre de calcul. Ça va pas aller dans le bon sens. Le problème, c'est quoi? C'est qu'en fait, on est tous devenus très calculateurs. Pourquoi pas? C'est parce qu'on est mauvais de nature, et parce que ces engins-là, vous voyez ce dont je parle, nous ont rendus très calculateurs. N'oubliez pas que ce sont des softwares, ce sont des algorithmes. D'accord? Et donc, nous, à force de manipuler ce genre de choses, on dit attends, c'est quoi le choix optimal? Comme, vous voyez ce que je veux dire, vous allez prendre la route. Celui qui te dit ah non mais moi je mets pas Waze parce que j'ai envie de passer par le petit chemin avec les arbres et les petites fleurs, on le regarde aujourd'hui comme un, vous voyez ce que je veux dire, oh, il est naïf quoi, il est ringard, ah non mais Waze, le but c'est d'arriver le plus tôt possible, mais pourquoi pas de vouloir profiter des arbres et des fleurs, et en plus de ça, qui te dit que tu vas arriver à l'heure? De toute façon c'est pas Waze, c'est rien, vous voyez ce que je veux dire, moi je devais arriver à l'heure ce soir et résultat j'étais 20 minutes dans un embouteillage. Donc en fait, ces calculs, finalement, ils nous poussent à toujours rationaliser. Et c'est très malheureux, comme je vous ai dit, dans le couple. Pourquoi? Parce qu'avec les applications de rencontres, les gens, ils scrollent. Attends, elle... Ils swipe, pardon. Non, scroll, c'est comme ça. Oh, excuse-moi, ça va, à droite, à gauche. Ils swipe, d'accord? D'où le nom de l'application, J-Swipe. Donc, ils swipe. Et après, il dit attends, ouais, allez, je vais prendre un verre avec elle. D'accord, waouh! Prends un verre avec elle, et après, il dit non, peut-être que je peux trouver mieux. Vous avez compris ou pas? On est en train de toucher le cœur de nos vies. D'accord? Donc, tu veux rationaliser, mais ça ne va pas t'aider. Parce que tu connais les risques. Tu sais combien de couples finissent par divorcer? Oui, bah si tu sais la statistique, peut-être que du coup tu ne voudras pas te lancer. Tu sais combien de boîtes déposent le bilan en France, en Israël chaque année? Oui, bah du coup, peut-être que si tu entends ça, ça va te dissuader. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, cette rochma, et d'ailleurs la Aliyah, vous savez qu'il y a quand même un gros pourcentage des gens qui après reviennent. D'accord? Il y a un gros pourcentage. Oui. Ah ouais. Ah, et donc, non mais là, on va pas le dire, l'agent suisse va pas le dire, parce que sinon ça dissuade. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, tu dis, attends. Si en fait tu es trop en train de mutualiser tes risques, de rationaliser tes risques, alors en fait, ça va te bloquer. Alors du coup, c'est quoi la solution? Vient le Baal HaTurim et te dit, ah, on avait vu c'est quoi les 3 dernières lettres? Chacham. Maintenant, regarde, c'est quoi les 3 premières lettres? Shlach, Lecha, Anashim. Ça fait quoi? Shelo. C'est quoi Shelo? S'il te plaît, Hachem fait que ça n'arrive pas. Prends ton angoisse, transforme-la en tefila. Hachem, je sais que c'est pas facile le mariage, je sais que c'est pas évident, je sais qu'il y a ça, je sais qu'il y a ça, mais s'il te plaît, Hachem, je t'en prie, à Kadosh Baruch Hu, fais que ça réussisse. Une entreprise, je sais que c'est pas évident, il faut pouvoir manager, il faut pouvoir convaincre des investisseurs, il faut pouvoir manager des employés, il faut pouvoir faire de la communication, conquérir des nouveaux parts de marché, mais à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, j'ai peur, mais aide-moi. Ça, c'est le message de qui? De un des 2 espions, qui lui n'est pas tombé dans le piège avec les autres, et qui s'appelle Yehoshua. On nous dit que Yehoshua, il y a une raison pour laquelle il n'a pas pensé comme les autres. Quand il est arrivé en Eretz Israël, la première chose qu'il a fait, c'est qu'il a été au tombeau des patriarches. C'est pas Yehoshua. Ah, c'est Caleb, t'as raison. C'est Caleb. Yehoshua, il est Caleb ben Yifune.
La première chose qu'il a fait, c'est qu'il a été sur le Marat Marpella, le caveau des patriarches. Pourquoi? Pour prier. On dirait, attends, je sens que eux, ils vont peut-être m'emmener dans une mauvaise direction. Je sens que ils vont peut-être me tourner la tête. Je sens que là, quand je lis les news et je regarde les gros titres et tout ça, oulala, je sens que je commence à m'angoisser. Mais Hachem, tu es là. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que c'est pas pour rien qu'il va au tombeau des patriarches. Pourquoi? Parce qu'en fait, il vient se rappeler que nous sommes issus d'un peuple qui est au-delà de toutes les statistiques. Une femme qui a enfanté à 90 ans. Et de toutes les péripéties qu'on a passées, et on est toujours là. Donc c'est la première prière, c'est la première démarche qu'il fait. L'idée, c'est pas de dire « Ah non, mais il faut pas avoir les risques, etc. » Bien sûr que dans chaque chose, on te dit « Rishit, Chochma, Hirat Hashem », tu dois avoir de l'intelligence, d'accord? Mais cette intelligence, tu dois savoir comment la diriger. Tu peux la prendre et tu la transformes en tefila. Et d'ailleurs, dans notre paracha, on va nous donner une nouvelle mitzvah. Vous savez, c'est laquelle? C'est la mitzvah de tzitzit. On va avoir une pour les hommes, une pour les femmes. C'est la parité dans cette paracha. Les tzitzit pour les hommes, afrachat rava pour les femmes. Qu'est-ce que ça vient te dire, les tzitzit? Les tzitzit, on nous dit qu'ils doivent avoir un fil qui est bleu azur. Oui? Ce bleu azur doit te rappeler la couleur de la mer, qui doit te rappeler le ciel, qui doit te rappeler le kissé à kavod. Et en quoi cette mitzvah de tzitzit, ça vient là maintenant m'aider à régler mes angoisses? Alors en fait, c'est quoi l'idée? C'est que la mer, c'est par définition ce qui est limité. Vous voyez, elle s'arrête sur le rivage, la mer. Comme pour dire, je me souviens, je suis un être limité. Je ne suis pas toute puissante, je n'ai pas toutes les informations, je ne peux pas tout savoir. Donc je me rappelle que je suis un être limité. Et je vois qu'il y a des risques, et je vois qu'il y a ceci, je vois qu'il y a cela, j'ai mes peurs, j'ai mes angoisses, aucun problème. Je suis un être limité. Mais quoi? Je n'oublie pas quoi? Qu'il y a le ciel. C'est quoi le ciel? Dans le ciel, je vois les constellations. Les constellations, elles bougent. Ça te dit quoi? C'est pas grave. Commence. Mets-toi en mouvement. Initie quelque chose. Mais ne t'arrête jamais d'être en mouvement. Va, fais des démarches. Va, lance-toi. Va ouvrir un dossier à l'agence juive. Va ouvrir un dossier pour ouvrir ton entreprise. Va pour aller chercher ta kala. Va. Ne t'arrête jamais de te mettre en mouvement. Et après, ça vient me rappeler quoi? Ça vient me rappeler le kissé à kavod. Le kissé à kavod, c'est la partie cachée de Akadosh Baruch. Comme pour te dire qu'il y a des choses que tu ne vois pas. Et qu'est-ce que tu ne vois pas? Bien, ce que tu ne vois pas, c'est l'aide divine. De comprendre qu'en fait, derrière tous ces mécanismes qui te semblent naturels, ah, je suis tombée pile sur le bon employé qui m'a proposé ça. Ah, là, on m'a donné pile le bon conseil par rapport à la campagne à l'odon qu'on prépare pour la semaine prochaine. Là, on m'a envoyé pile la bonne personne par rapport à ceci, par rapport à cela. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle qu'Akadosh Baruch Hu, il est avec toi et il ne t'abandonne jamais. Lo alecha amelacha limor. C'est pas à toi de terminer le travail. Mais tu peux pas rester immobile en attendant que Hachem fasse le boulot pour toi. Donc toi, tu te mets en mouvement, tu constates tes manques, mais tes manques, tu vas les remplir par quoi? Tu vas les remplir en les transformant en tefila. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est que, en fait, dans ta rationalisation, parce qu'on est obligé d'être rationnel, on est obligé de voir, calculer, etc. Tu vas intégrer un nouveau paramètre et une nouvelle cellule Excel. Et cette cellule Excel, elle s'appelle l'aide divine, spécialisée pour moi, l'aide individuelle. Et plus je vais me concentrer sur cette cellule, je vais la prendre la place. C'est ça le vrai calcul. C'est ça la vraie chorma, la vraie intelligence. D'accord? Et l'idée,
c'est pas de faire une aliyah tête baissée. Pourquoi? Parce que dans la paracha, juste après, on nous parle d'une aliyah tête baissée et qui va encore donner quelque chose de pas très fructueux, on va dire ça comme ça. C'est la paracha des Ma'apilim. Juste après les Meraglim, on a les Ma'apilim. C'est quoi les Ma'apilim? C'est après que Dieu a dit ah bah du coup vous n'êtes pas content, restez dans le désert, etc. Il y a un groupe qui dit non, c'est pas grave, alors du coup on va y aller. Mais attendez, vous avez pas l'ordre d'Hachem, du coup c'est plus possible. Et c'est pas grave, on va y aller. Bon, ça va pas bien se passer, on va dire ça comme ça. Comme pour te dire attention, 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 attention. Parce que des fois, tu es dans une direction et tu vois que ça coince. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller pile dans l'extrême inverse. Et quand on parle d'extrême et qu'on voit ce qui se passe en France, du coup tu dis ah ouais, on est en plein dans la paracha quoi. En plein. Ça veut dire que les gens se retrouvent maintenant à voter un extrême pour lutter contre un autre extrême. Et il n'y a plus de gens modérés. Les gens ils disent mais où sont les gens les modérés? Eh ben oui, écoute, je suis désolée, il faut être pragmatique. Ben du coup je vote hyper à droite ou hyper à truc. Voilà. Mais ils sont passés où? Les Meraglim et les Ma'apilim. C'est la même idée. Et regardez, nous, on fait la même chose. On fait la même chose. On fait des comportements en dents de scie. D'accord? Donc, par exemple, tu as fait une phase très laxiste, d'accord, avec tes enfants. Et ça n'a pas marché. Alors, du coup, tu as une crise d'autoritarisme. Alors voilà, je vous préviens, les enfants. Qu'est-ce que j'ai dit là, hein? Oh là là. Je sais plus ce que j'ai dit. Tu fais ça, je te mets la tête dans les doigts. On a rigolé, c'était pour rigoler. N'appelez pas la DAS. D'accord? Donc, tout ça pour dire quoi? Que c'est ça. En fait, des fois, quand on n'est pas dans notre zone de confort, justement, dans cette fameuse zone de confort dont on sort, alors on vise d'avoir ces comportements en dents de scie. D'accord? Donc, souvenez-vous, il n'y a pas de problème. Il y a des risques, il n'y a pas de problème. On est lié à ça. On a le droit d'avoir peur. Il n'y a aucun problème d'avoir peur. Mais j'ai l'aide d'Akadosh Baruch Hu. J'ai la tefila. Et en fait, pour avancer, il faut toujours que je sois en équilibre l'un avec l'autre. Pas grave si j'ai peur. Et plus j'ai peur, et plus je prie. D'accord? Et l'idée, encore une fois, c'est pas d'être en mode allez, c'est pas grave, on y va quand même, soyons fous, tatati, tatata. Elle vient de te montrer cette paracha, ça ne marche pas du tout. Il y a Amalek qui va leur tomber dessus, ça marche pas. Il faut être préparé. D'accord? Donc, ça c'est la première chose. La deuxième chose, vous remarquerez que cette paracha, à aucun moment le mot meragel, qui veut dire espion, ne figure. On parle de Shlach lecha anashim veyaturu et haaretz. Donc, si on devait parler de quelque chose, d'accord, ça ne serait pas d'espion, ça serait de taillard, c'est-à-dire touriste. C'est quoi la différence entre un touriste et un espion? Ben, en fait, c'est précisément le contraire. Un touriste, c'est celui qui vient et qui dit « Ah, on est à Barcelone, qu'est-ce qu'il y a à voir? Qu'est-ce qui est sympa? Ah, il y a des monuments de Gaudi, ah, super! Et est-ce qu'il y a des nouvelles choses? » Il cherche des belles choses à voir. D'accord? Moi, je ne sais pas Barcelone, j'en sais rien. Mettez ça. Marrakech, je sais pas, la sauce que vous voulez. Mais il est là comme ça avec son guide du routard. Vous savez, celui qui voulait passer par le chemin avec les fleurs, là, c'est le même. Avec son guide du routard. Ouais, qu'est-ce qu'il y a devant ici? Et le meragel, c'est précisément le contraire. C'est celui qui est dans une scène comme ça et il va chercher pile le truc qui va pas. Pile le truc chelou. Pile le truc suspicieux. Il est suspicieux le meragel. D'accord? Alors du coup, cette paracha elle te dit quoi? Quand en fait dans la vie, c'est un choix. Tu peux choisir de voir le positif ou tu peux choisir de voir le négatif. Eux, ils sont allés pour chercher les failles, d'accord? Et finalement, au lieu de chercher les façons de s'installer, ils ont cherché des raisons de ne pas s'installer. D'accord? Et c'est quoi le problème? Nous dit le Ramban Nachmanide. Il dit en fait que Moshe, il leur a demandé allez là-bas et donnez-moi des informations. Je veux savoir par où on attaque,
par quel angle on peut arriver, et c'est quoi la taille de leur armée, qu'est-ce qu'ils ont des forteresses. Je veux un détail, d'accord, un plan. Ouais. Le problème c'est quoi? C'est que eux, ils ont confondu entre des faits et mon interprétation des faits. Et ça, c'est très dangereux. Et ça, c'est exactement notre actualité. Pourquoi? Parce que les gens sont devenus des informateurs. Oui, je rapporte des faits, machin. Mais en vérité, vous remarquez que tout le monde veut rallier les gens à leur cause. Et tout ce qui est influenceur, médias, etc., t'as l'impression que c'est le truc le plus objectif du monde. Wikipédia, l'innocence Wikipédia, c'est objectif. Mais personne n'est objectif. Et donc forcément, tu as toujours une ligne directrice. Donc ne viens pas dire que c'est des faits, alors que c'est ton interprétation des faits. Ça n'a absolument rien à voir. Et c'est là en fait que c'est pernicieux. D'accord? Donc, on interprète et on surinterprète. Et c'est ça ce qu'elle vient de te dire la paracha. Et toutes les fautes, elles proviennent de ça. De quoi? Quand en fait, on se prépare, en fait, on dit ce qu'on s'est préparé à dire. On voit ce qu'on s'est préparé à voir. C'est toujours comme ça. T'as peur, tu vas voir que ce qui va pas. C'est toujours comme ça. Sous couvert d'innocence. Mais pas du tout. D'accord? Donc, et toutes les fautes, elles dérivent de ça. Ève, quand elle a vu le fruit, elle a vu qu'il est bon. Mais tu l'as jamais goûté. Oui, mais après l'interprétation du nachash, du serpent, elle a vu qu'il est bon. Ça veut dire pour elle, c'était plus une interprétation, it's a fact. It's a fact. Vous connaissez ça ou pas? Et tout, le Vaudor c'est la même chose, le Meraglim c'est la même chose, la semaine prochaine Kohar c'est la même chose, c'est toujours la même problématique. Je ne vois que ce que je me suis préparée à voir. Et en vérité, nos Meraglim, nos 12 espions, nos 10 espions, ils avaient deux peurs. D'accord? Ils avaient en fait deux raisons. Une raison officielle de faire ce rapport calomnieux et une raison officieuse de faire ce rapport calomnieux. Et ça, souvenez-vous de ça, toujours. On a toujours des raisons officielles et on a toujours des intérêts personnels. Toujours. Même l'homme politique que tu adores. Même le directeur de l'ONG bidule machin. Même un dirigeant politique. Même le rabbin de communauté. Il a aussi ses intérêts personnels. On est tous pétris d'intérêts personnels. Donc tu vas toujours avoir les raisons officielles et les raisons officieuses. Et les raisons officieuses ne sont pas forcément celles que je n'ai pas dit, mais ce sont souvent celles que moi-même, je me cache à moi-même. D'accord? Vous me suivez ou pas? Oui? Alors, raison officielle. Pourquoi ils ont dit ça? Pourquoi ils ont dit, écoutez, laissez tomber, c'est mieux de rester dans le désert? Premièrement, ils nous disent parce que, voilà, en fait, écoutez, on a peur de baisser de niveau. Ici, on étudie la Torah, on peut faire les mitzvot tranquille. Là-bas, on va devoir travailler, on va devoir faire notre parnassa, on va devoir monter des écoles pour les enfants, on va devoir monter la coupe patrolim, Maccabi, tatati, tatata, mais on va être très très occupé, on n'aura plus le temps de faire toute notre avodat Hashem, toute notre Torah, d'accord? Alors ça, nous dit le Rav Yeshurun, ça aussi, c'est une peur qui est légitime. Parfois, tu es face à une situation, tu dis attends, Hachem, je sens que là, c'est pas bon pour moi. Je sens que spirituellement, je vais baisser de niveau là. Je sens que je risque de faire n'importe quoi. Hachem, je t'en prie, ne m'abandonne pas. Et ça, encore une fois, transforme-le en tuila. C'est ce qu'on apprend de qui? D'une femme qui s'appelle Hana. Vous connaissez Hana? Hana est dans une situation terrible, elle n'arrive pas à avoir d'enfant. Elle est confrontée à l'infertilité, etc., etc. À un moment, elle va dire à Hachem, elle va dire quelque chose de terrible.
Si c'est pas la Gemara qui disait, je l'aurais pas dit. Il dit, j'ai peur d'aller avec un autre homme. Chana. Et moi, combien de fois j'entends? Enfin, combien de fois? Pas souvent, mais ça fait mal. De filles qui me disent, je t'en prie, prie pour que je me marie parce que là, je sens que je vais faire n'importe quoi. Et c'est vrai. On est parfois confronté à des situations où on dit, mais attends, Hachem, je t'explique, là, si ma situation, elle n'évolue pas, je sens que c'est très dangereux pour moi. Alors ça aussi, prends ta faiblesse et transforme-la en force. Comprends qu'il n'y en a qu'un qui peut te sauver du Yetzer Hara. Et c'est lui. Comme il dit Shai Ribo dans sa chanson, Matziloti kol yom, il me sauve chaque jour du Yetzer Hara. Et ça, vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça c'est la première chose. Et comprendre que quoi? Que, en fait, le fait de l'avoir de la Emouna en Hachem, ça fait que du coup j'ai de la Emouna en moi-même. Pourquoi? Parce que si je dis non mais c'est plus fort que moi, non mais si je dis mais là la dotation elle va pas être possible, et bien en fait je dis que c'est trop grand pour Hachem. Il n'est pas capable de m'aider. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, la Emouna en Akadosh Baruch Hu, elle doit toujours être liée à la foi en ma propre personne. Il est capable, donc je suis capable. D'accord? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la peur, comme je vous ai dit, un peu moins légitime. C'est quoi? C'est qu'en fait, ils ont eu peur de perdre leur statut. C'était des Nessim, des dirigeants. D'accord? Et là-bas, ils se sont dit, attends, nous dans le désert, on est au top, les gens nous écoutent, on a du leadership, mais là, il va y avoir des nouvelles élections, on va arriver en Israël, et bien du coup, toutes les cartes, elles vont être remaniées. Alors quoi? On va perdre notre statut. D'accord? Alors, il y a quelque chose à apprendre précisément par rapport à Eretz Israël. Eretz Israël, tu dois l'acquérir avec une mida qui s'appelle l'humilité. Comment je sais ça? Parce que vous vous rappelez celui qui a dit Aeretz Tova Me'od Me'od. Il y a un autre endroit où tu trouves ce mot Me'od Me'od. C'est quand on te dit dans Pirkei Avot Tiye Anav Me'od Me'od. C'est quoi quelqu'un qui est Anav? Quelqu'un qui est Anav, c'est pas quelqu'un qui dit quels sont mes droits, qu'est-ce qui me revient. En Israël, est-ce que je pourrais avoir des allocations familiales? C'est sûrement pas la même chose qu'en France. Est-ce que si j'achète une voiture, je pourrais avoir truc? Non, ça n'existe pas. Est-ce que... Nous, je me rappelle, on a rigolé quand mon mari, on a fait des aliyah. Alors nous, on est arrivés, pour savoir, en Israël, avec un aller simple, d'accord? Voilà, nous, on fait partie des gens avec le guide du routard, ceux qui veulent faire la route avec les oiseaux, très à l'ouest, d'accord? Donc on est arrivé détente, on avait un billet aller, quoi. Voilà, c'est comme ça qu'on est arrivé. Et donc on a fait, on vous laisse les péripéties, d'accord? Mais parce qu'ils n'ont pas voulu nous faire venir avec un billet aller, d'accord? Il vous faut un peu être autour. Donc bref, la main dit mais non, mais c'est Eretz Israël. Et là mon mari devant l'employé indien de Air France, il dit voilà la ketouba de mon parent. Je suis juif et je n'ai pas besoin d'acheter un billet de retour. Ouais, bon, c'était il y a 15 ans, d'accord? Vous avez rigolé, ouais. Vous êtes très naïf, d'accord? Voilà, on a fait la vie comme ça. Et donc, arrivé là-bas, les gens ont dit ah, mais en fait, il faudrait peut-être faire la vie concrètement. Et donc, mais c'était très drôle, ça un papier en hébreu avec tout à ses parents. En tout cas, pour dire quoi? Ah oui, qu'on est dans le bureau, et là, donc on fait les papiers, il dit quels sont mes droits? Et là, c'est une russe, elle fait on n'a jamais appris la yeshiva en Israël. Elle lui dit en français t'as déjà appris à la yeshiva? Bon, vous avez compris. Mais vous voyez ce que je veux dire? Genre, t'arrives et le bienvenu en Israël, c'est tu n'as aucun droit. D'accord? Et vraiment, aucun droit. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est quoi être humble? C'est pas se dire Magui Ali. Quels sont mes droits? La bonne prédisposition pour arriver en Israël, c'est pas qu'est-ce que j'attends d'Eretz Israël, mais qu'est-ce que Eretz Israël attend de moi.
en quoi moi je peux contribuer à ce pays. Et je pense sincèrement que quand on fait son alia et quand on vit notre présence en Eretz Israël, parce que l'alia c'est tous les jours, hein, d'accord, c'est jamais de l'acquis. C'est une bagarre quotidienne ce pays. Mais quand tu te dis, qu'est-ce que le pays attend de moi? En quoi je peux être utile? Quelle peut être ma contribution? Alors Eretz Israël t'accueille les bras grands ouverts. Et je pense que ça, c'est vraiment le secret. C'est vraiment le secret. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas dans une disposition d'esprit de dire, vous voyez, enfin, à la française, quoi. Qu'est-ce que moi, non, non, non. Parce qu'on sait, on a été élevé comme ça. D'accord? Mais ici, c'est toi, qu'est-ce que tu as à contribuer? Je me rappelle quand, dans une autre vie, donc il y a 12 ans, j'étais directrice d'un programme Massa. Et je venais d'arriver en Israël, ça faisait 2-3 ans, quoi, donc mon hébreu n'était pas top. Et là, je devais faire venir des étudiants et des jeunes de France en Israël pour des stages, d'accord? Et on essayait d'avoir des stages dans les meilleures entreprises. Donc il fallait que j'aille dans les boîtes d'audit, vous savez, les Big Four, d'accord, KPMG, Deloitte, Bidule, machin, et en général, voilà, les tops, au moins, genre la chef des RH, etc., pour aller présenter le sujet. Donc j'étais un peu genre... Et je me rappelle, quand j'ai commencé à devoir aller en rendez-vous, alors j'ai dit à mon boss, j'ai dit, j'ai peur, ouais, comme ça, j'ai peur. Je lui ai dit, mais t'es qui toi? Pour qui tu travailles toi? C'est quoi? Toi t'as peur. T'as peur, mais toi t'es rien dans l'histoire. T'es un Kelly, t'es un outil pour ce projet, pour cette terre. Toi, vous voyez ce que je veux dire? Oublie ton individualité, oublie ta personne, oublie tes craintes, oublie la peur de foirer, oublie la honte, oublie tout ça. Toi, tu viens pour servir ce pays. Et quand tu le fais, eh ben en fait, cette terre, elle te fait réussir. Et mettre que quand tu vas avec cette disposition d'esprit, de tiye anav meod, alors là, tu vas voir Eretz Tova meod. Et c'est un srout, vous savez que c'est un mérite de voir le bien en Eretz Israël. Parce que c'est quelque chose qui se cultive. Et tout à l'heure, je descendais de Bref chez moi. Et à côté de chez moi, il y a vous connaissez ça, un pinouille-binouille? En gros, détruisent l'immeuble, d'accord? Je ne raconte pas les nuits qu'on a passées quand ces 3 immeubles en plus. Et ils reconstruisent, ça fait 3 ans, et marteau-piqueur. Et là, il y a une femme qui me fait « Oh, t'as pas de chance, t'as côté !» Je lui dis « Agnès, je comprends pas de quoi tu parles. » Elle me dit « Bah les travaux. » Je lui dis « Eze yofi, chez Bonim Beret Israël. Qu'est-ce que c'est beau qu'on construit en Israël. » Elle me fait « Oui, mais quand même, le bruit. » Je fais « Non, vraiment, je voulais pas, je vois pas de quoi tu parles. Je suis très contente qu'il y ait des beaux immeubles, très contente. » Et c'est une bracha qu'on se fait ou Betov Yerushalayim, c'est une bracha. Que tu vois le bien d'Eretz Israël. Parce que c'est pas évident, ça va pas de soi. Mais celui qui cherche, il trouve. Et quand il trouve, alors la terre le bénit. La terre le bénit. D'accord? Donc c'est ça. Maintenant, il y en a qui se posent la question, mais attendez, est-ce que c'était une bonne idée finalement d'envoyer ces espions dans le désert? Regarde, ça a fait tout capoter, au lieu d'être rentrés à 3 jours de marche, ils vont rester 40 ans. Est-ce que c'était une bonne décision ou pas? Ben, on pourrait dire, non, finalement, c'était peut-être pas une bonne décision. Sauf que quoi? Sauf que 40 ans plus tard, Yoshua va aussi envoyer des espions, et ça va très bien se passer. Ça va très bien se passer. Donc là, tu dis, attends, on a, à 40 ans d'intervalle, d'accord, la même situation. Ils prennent la même décision. Mais d'un côté, ça va capoter, et de l'autre, ça va réussir. C'est quoi la différence? C'est quoi? Alors regardez ce Rashi incroyable. Incroyable. Dieu, je vous ai dit, il dit à Moshe, Shlach lecha anashim. Viens Rashi, il dit, tu sais c'est quoi Shlach lecha? Donc envoie pour toi. Envoie pour toi, c'est, il lui dit, im tirtse. Si tu veux, envoie. Alors, comment on peut lire ce Rashi? Dire, bah, si tu veux envoyer, envoie des espions. Mais en réalité, c'est pas comme ça qu'il faut lire ce Rashi.
si tu veux y aller, alors envoie des espions. Parce que si tu ne veux pas y aller, n'envoie surtout pas des espions. Ils vont venir nourrir ta peur. Ils vont venir nourrir ce blocage que tu as quand tu n'as pas du tout envie d'y aller. C'est comme la mère qui est désespérée de son fils et qui va trouver pile la psy qui va dire « Ah bah écoutez, qu'est-ce que je vous dis, c'est un hyperactif, à la limite du spectre de l'autisme. » Mais le gosse, il n'avait rien. Est-ce que vous savez qu'aux États-Unis, on arrive à un stade où 50% des enfants sont diagnostiqués hyperactifs? Vous êtes à 50% des mères qui vont dire venez, on va faire la démarche. Est-ce que vous vous rendez compte? Non. Si c'est ça, ne va surtout pas chercher des espions, ne va surtout pas chercher des analyses. Parce qu'en fait, tu vas venir trouver pile le truc qui va nourrir ton angoisse. Vous avez compris? Donc la question, c'est pas est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? La question, c'est est-ce que je veux ou est-ce que je veux pas? C'est ça la vraie question. Vous avez compris? C'est comme dans le mariage. Une fois, j'ai une fille qui m'appelle qui me dit donc, elle se mariait avec un divorcé. D'accord? Elle me dit voilà, j'ai des petites craintes, voilà, quelles sont mes craintes, etc. etc. Je dis ok, je parle avec elle. Et là, elle me dit, oui, en plus, tu sais, son divorce d'avant, je sais pas, moi, peut-être que se passait des mauvaises choses et tout. Je dis, regarde, écoute, je te rassure, c'est moi qui ai formé la CADA avant. Dans ce mariage, elle a été, comment on dit, un pied dedans, un pied dehors. Comment je sais ça? C'est celle qui te fait un contrat de mariage comme ça. Vous voyez ou pas? Et si machin, et si truc, et je vous assure, hein, ça fait peur. Mais si tu vas comme ça, c'est qu'en fait, tu es déjà en train de préparer ton échec. Vous avez compris? Vous avez compris ou pas? C'est ça en fait. La question, c'est pose-toi la question si tu es vraiment motivé ou non. Et si tu es motivé, alors la brioute, vas-y, fonce! Allume les phares, vas-y, va à 100 heures, donne-toi tous les moyens de réussir. Et là, tu vas trouver comment y arriver. Parce que si tu n'as pas de Ratson, et bien justement, tu vas trouver pourquoi il ne faut pas y arriver. Pourquoi il ne faut pas y arriver. Une fois, je me rappelle, il y avait un garçon de la synagogue qui se mariait. Et mon mari l'a amené voir un rave pour, bref, demander des conseils avant le mariage, etc. Et il fait souvent ça. Alors, c'est des enterrements du garçon, à la manière de mon mari. Donc, je vous assure, c'est genre, il fait le tour des rabbinim, même des braques. Voilà, voilà. Très bien. En général, les filles me disent il peut organiser l'enterrement de mes garçons. Du coup, c'est devenu le pro des tours des rabbinim. Alors, ce garçon en question, il a demandé au rab, il lui a dit je voudrais une bracha. Alors, il dit je te donnerai pas de bracha. Je veux que tu comprennes que le mariage, c'est de l'effort, c'est de l'investissement. C'est du travail. Et si vous vous mettez à deux, vous allez y arriver. Là, il a fait oh, ok. Après, il a dit une fois que tu as compris ça, maintenant je vais te donner une bracha. Vous avez compris ou pas? Maintenant, sachez que dans toute cette histoire, tableau très noir, hein, cette paracha, sachez que, bon, vous le savez déjà, aucune femme n'a fauté. C'est comme l'épisode du veau d'or. Aucune. Zéro. Ce sont que les hommes qui ont fauté. Et d'ailleurs, ce sont que des hommes qui sont morts dans le désert. Imaginez-vous la génération d'après. Il n'y avait que des jeunes hommes, des enfants, et des mamies, et des jeunes femmes. D'accord? Donc vous voyez que ces mamies-là, imaginez la Safta marocaïte, ces mamies-là, ce sont grâce à elles qu'on est sorti d'Égypte. Et c'est grâce à elles qu'on rentre en Eretz Israël. Imaginez-vous juste le tableau de ces femmes qui rentrent avec tous ces petits jeunes. À aucun moment elles n'ont fauté. Aucun moment elles n'ont fauté. Et d'ailleurs, à propos de Shlach Lecha Anashim, envoie pour toi des hommes Anashim. Le Keli Yakar,
Il dit, pourquoi il y a marqué Anashim des hommes? Parce que Dieu dit à Hachem à ce moment-là, ah, tu as choisi d'envoyer des hommes, mais moi, j'aurais envoyé des femmes. À ta place, j'aurais envoyé des femmes. Pourquoi? Parce qu'elles sont Mechavevot et Eretz Israël. Elles aiment Eretz Israël. Et là, tu dis, c'est quoi? On parle de sentiments là. On parle de aimer ou pas aimer. Nous, on était là en train de faire des calculs. Est-ce qu'il faut pas? Comment je fais ce projet? Comment machin? Le tableau Excel, je fais rentrer ma hashgacha pratit, tatati, tatata. Mais là, tu viens de rentrer dans un nouveau truc qui s'appelle des sentiments. Bah oui. Parce qu'en fait, pour pouvoir foncer, il faut aimer. Et quand tu aimes, les difficultés te paraissent rien. Tu sais, c'est comme tu vas à Paris pour aller voir ta grand-mère. Tu prends l'avion, tu prends le truc, machin. Mais ça te paraît rien. Pourquoi? Parce que tu l'aimes. Tu veux profiter d'elle un maximum. D'accord? C'est des moments qui sont très très précieux. Un enfant, c'est pareil. Tu vas, vas-y, dépose, truc, machin, élève-toi la nuit, passe la journée comme ça parce qu'elle se sent mal. C'est vous qui parlez du virus de la gastro. Voilà. C'est ma matinée aujourd'hui. Ça va passer. Et ma nuit aussi. Et pourquoi? Parce que tu l'aimes. Et du coup, toutes ces choses te paraissent... Et en fait, après coup, tu dis, mais j'ai fait des trucs en fait qui étaient insurmontables. Ou jamais j'aurais cru que moi j'allais être capable de faire ça. Tu sais, c'est comme les jeunes filles qui disent, oh, comment tu fais pour te lever chaque nuit? Ouais, quelqu'un qui a un nourrisson par exemple. Je dis, bah, Bezrat Hashem, tu vas voir. Que toi aussi tu vas avoir toute la force de te lever. Pourquoi? Parce qu'il t'attend. Vous voyez ce que je veux dire? En vérité, l'amour, ça vient et ça enlève toutes les difficultés et ça fait que je vais me donner les moyens d'y arriver. Et c'est, vous voyez, c'est comme je vous disais en introduction, l'exemple du parcours du jeune homme qui est toujours bloqué là-bas, quoi, dans la rue vers Malzerbe, à côté de chez ses parents. Et en vérité, on comprend que pour pouvoir se marier, il faut déjà aimer l'idée du mariage. Non, aimer l'idée du mariage. Aimer l'idée de l'engagement. Il faut se marier avec le mariage. Avant de se marier. Pareil, pour pouvoir lancer une entreprise, il faut aimer le risque. Il faut aimer la concurrence. Il faut aimer la conquête des parts de marché. Ah, il faut aimer des trucs comme ça. Donc il y en a qui disent, ah non, moi je suis pas faite pour ça là. Et c'est pas grave. Mais il faut aimer. Il faut aimer parce que c'est comme ça que tu vas te lever le matin. Et c'est comme ça que quand l'autre il va tomber une lettre d'avocat, machin et tout, tu vas dire, non, c'est bon, je me bats, j'y vais, je truc. Mais d'où t'as ces forces? Parce que tu aimes le défi. Tu aimes relever les défis. Et du coup, ça t'enlève toutes les difficultés. D'accord? Donc, ça c'est le message des femmes. Elles seraient venues. Et en fait, elles auraient dit, oui, il y a ça, oui, effectivement, on a vu beaucoup d'enterrements parce que c'est ce qu'ils ont vu. Oui, on a vu ça, on a vu ça, on a vu ça, mais pas grave. Maintenant, on va s'asseoir, on va voir comment on va y arriver, les filles. Ouais! C'est comme ça que ça se serait passé. Parce qu'elles étaient déjà mariées avec l'idée d'aller en Eretz Israël. Elles étaient déjà mariées avec l'idée de faire la Aliyah. Et une fois que tu es mariée avec cette idée-là, après, ça n'est qu'une question de temps. Ça n'est qu'une question de temps. Et d'aller jusqu'au bout du processus. Et de ne pas se laisser décourager. Et c'est pour ça que dans cette paracha, on a une nouvelle mitzvah, typiquement féminine. C'est la mitzvah de Afrashat Chala. C'est là qu'elle arrive. Parce qu'en fait, jusqu'à maintenant, on ne mangeait pas de pain. On mangeait la manne. Et donc là, on va arriver en Israël, on va devoir manger du pain, il y aura des boulangeries, un truc. Et là, Hachem fait, ah, attendez, une dernière mitzvah, Afrashat Chala. C'est quoi Afrashat Chala? Afrashat Chala, c'est en général des moments qui sont tout sauf spirituels. C'est genre, t'es dans ta cuisine, c'est la guerre, il y a les poivrons dans le four, il y a tchak-tchouk là sur le feu, l'autre qui t'appelle, l'autre qui truc, téléphone qui sonne, bientôt c'est Shabbat, tatati, tatata. Et là tu fais, attendez, arrêtez 2 secondes, je fais ma Afrashat Chala. C'est un moment spirituel maintenant. C'est quoi la Afrashat Chala? C'est de comprendre que rien
Mais alors rien n'est déconnecté d'Hachem. Que Hachem, je peux le mettre partout. Souvenez-vous les tzitzit, on avait dit quoi? On avait dit qu'on est limité. Et donc plus nous on va se raccrocher à la présence divine, alors plus on va le faire exister dans notre vie. Et la femme, elle te dit, regarde, tu peux le mettre absolument partout. Tu peux le mettre absolument partout. Dans tes démarches administratives. Quand tu vas chez le dentiste, tu vas chez le médecin, quand tu vas monter ton entreprise, quand tu déposes ton enfant à l'école, quand tu inscris ton enfant à l'école, quand tu vas marier ta fille, quand tu vas faire... Dans tout. Dans absolument tout. Absolument tout. Donc, vous avez compris, cette paracha, comme je vous ai dit, elle nous décrit toute la source de la galoute. Toutes les fois où finalement je ne suis pas arrivée à ma place. Pourquoi? Parce que je suis restée bloquée là-bas. Alors cette paracha, elle te dit, motive-toi. Ton unique baromètre, c'est ta motivation. La question, c'est pas, comme je vous ai dit, est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas, c'est est-ce que je veux ou est-ce que je veux pas. Et si je veux, je vais me donner les moyens d'y arriver. Alors, il n'y a pas, en fait, de bon ou de mauvais choix, ou de choix plus optimal ou moins optimal. Il n'y a que un bon état d'esprit, un bon mindset. Et avec un bon mindset, ta décision, ce sera la bonne. Pourquoi? Parce que toi-même, tu es persuadé que c'est le bon choix. Et si toi-même, tu es persuadé que c'est le bon choix, alors ça deviendra de toute façon le bon choix. D'accord? Donc, il faut avancer et avoir un bon état d'esprit. C'est quoi le bon état d'esprit? Je vous le résume. Bitachon, confiance en Hachem et du coup, confiance en soi. C'est corrélé, je vous ai dit. Deuxièmement, la tfila. On est obligé d'adjoindre la tfila à toutes nos démarches, qu'elles soient petites ou qu'elles soient grandes. De l'amour. De l'amour, il faut aimer nos projets. Sinon, on va s'arrêter. Aimer ce qu'on fait. La responsabilité. En quoi moi je peux être utile. D'accord? Honnêteté, bonne foi, fiabilité. N'oublie pas que moi aussi j'ai des intérêts personnels. Il ne faut pas que je me laisse embrouiller par eux. D'accord? Gardez toujours la tête froide et intégrer Hachem dans ma vie et me souvenir que quels que soient les défis de la vie, alors je mérite des bonnes choses. Voilà. Et ça, c'est le bon état d'esprit pour avancer dans toutes les décisions qu'on aura à prendre.